Bon, nous allons reprendre. J'espère que vous avez bien déjeuné, que vous êtes reposés maintenant après cette pause. C'est généralement l'heure où on fait la sieste et je vais exiger de vous que vous ne la fassiez pas. Par respect pour nos invités. Donc, dans la précédente table ronde, nous nous sommes quittés avec ces acteurs qui se sont confrontés à la photographie de leur propre famille. Nous allons maintenant tenter le plan large. Des familles font-elles une famille? Cette structuration par groupe d'acteurs peut-elle contribuer à structurer l'ensemble? Ceci à un moment où la culture scientifique et technique semble toujours en quête de définition ou cherche à se redéfinir. C'est un peu permanent, puisqu'en 2001, on pouvait lire dans un rapport « La culture scientifique et technique, un vocable qui a connu et connaît plusieurs acceptations, n'a jamais correspondu à un concept précis et reconnu ». Alors, en étant toujours avec les mêmes difficultés pour cerner ce champ de la culture scientifique et technique, au dernier rendez-vous de l'OPEX en juin dernier, on a conclu sur la coexistence de plusieurs cultures. Certains en appellent à un changement de vocable et à un réagencement institutionnel et décrivent un milieu inquiet, soucieux de son devenir et pourtant plein d'atouts. Alors si on se réfère aux travaux eux-mêmes de l'Observatoire, quel paysage dresse-t-il de la culture scientifique et technique en France? Peut-on tirer un portrait de cette culture à la française? Si oui, à quoi tient cette exception? 4 pères dieux ont accepté de se pencher et de poser leur regard sur ce paysage. Regard venu d'outre-Atlantique, celui de Christine Routier, chargée de projet à l'Observatoire de la culture et de la communication du Québec. Celui de Bernard Schilf, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Québec à Montréal. Et 2 regards plus proches, mais qui ne vont pas manquer de hauteur, Jean-François Servel, inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Et enfin, celui d'Alain Anselmet, conseiller pour l'enseignement supérieur, la recherche et la culture scientifique à Universcience. Et j'excuserai Frédéric Lafont du Muséum de Paris qui n'a pu être parmi nous. Alors, je vais commencer avec vous, Christine Routier. Je vous ai dit, vous m'assurez une transition parfaite, puisque vous êtes observatrice, vous, au Québec, et je voudrais savoir si d'abord vous avez l'équivalent chez vous, en termes de rapport, si vous avez les mêmes demandes par rapport aux acteurs, et quelles sont les remarques que vous avez à faire sur les travaux qui ont été rendus. Alors, en fait, je vais commencer par situer ma position plus précisément. Je suis à l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, qui est une composante de l'Institut de la statistique du Québec, qui est l'agence statistique officielle du Québec, donc l'équivalent de votre INSEE, mais en beaucoup plus petit. Donc, moi, je suis vraiment dans la statistique pure et dure. Donc, on n'a jamais produit tout à fait le genre de rapport qu'on a ici, où il y a une dimension qualitative quand même relativement importante. Et pour répondre tout de suite à la question, est-ce qu'on a l'équivalent chez nous? Non, on n'a pas l'équivalent. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'études approfondies sur l'ensemble de la culture scientifique et technique. Moi, où je suis, à l'Observatoire de la culture, on a des données, on a des statistiques sur la muséologie scientifique et technique, donc l'équivalent, au fond, de vos muséums, de vos centres de sciences et de vos jardins botaniques. Mais le secteur universitaire, on ne l'a jamais touché, sauf dans les cas où il y a des musées dans les universités et donc des musées qui font partie de notre étude des musées. Donc, en fait, la partie muséologie scientifique et technique, elle est un sous-ensemble chez nous d'un ensemble plus grand qui est tous les musées. Donc, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et en fait avec une certaine admiration aussi le travail qui a été fait jusqu'à présent par l'OCIM parce que vu de chez nous, c'est quand même un luxe d'avoir un observatoire de la culture scientifique et technique. Puis ça, ben, je pense que c'est important que vous vous le rappeliez. Hein? C'est une chose dont vous pouvez vous considérer heureux. Et je pense que vous avez un avancement de la réflexion aussi à ce niveau-là, de le voir dans sa globalité, donc intégrant potentiellement aussi les médias, les universités, l'édition. Je vais faire quelques brefs commentaires en premier sur
la forme de l'étude, puis la forme des résultats tels qu'ils sont présentés, vus de mon point de vue à moi, qui est la statistique pure et dure. Puis peut-être que plus tard, on pourra revenir sur des éléments qui semblent être différents chez nous et chez vous. Donc, en fait, moi, il y a deux choses qui m'ont frappée essentiellement. C'est la question de la représentativité. Et Ajoy a fait référence ce matin quand il disait que c'était un enjeu ou un défi. Et en fait, je pense que c'en est vraiment un, c'est-à-dire que les données chiffrées, les statistiques qui sont dans les rapports, ne portent pas sur l'ensemble des établissements recensés, mais sur ceux qui ont bien voulu répondre. Et selon les questions, la part des répondants est plus ou moins importante. Donc, si on prend par exemple, dans le cas des muséums, il y avait 62 établissements recensés. Et la question qui portait sur le personnel des muséums, il y a 44 établissements qui ont répondu. Donc, dans le fond, c'est comme si le portrait du personnel des muséums est un peu partiel parce qu'on n'a pas les données de tout le monde. Et non seulement c'est un défi au sens statistique, parce que là, on a des chiffres dont on se dit, bien, ça rencontre la réalité, mais pas dans sa totalité, mais il y a aussi un danger que si ces statistiques-là sont véhiculées et utilisées à un niveau, je dirais, plus politique, on pourrait dire, oui, mais vos chiffres, attention, quand on a un pourcentage, par exemple, comme 17% du public, c'est des scolaires, si ce n'est pas tout le monde qui a répondu à la question, on ne sait pas si c'est réellement 17%, c'est peut-être un petit peu plus, c'est peut-être un petit peu moins. Donc, il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui pourrait nous revenir plus tard, nous hanter, en fait, cette représentativité-là qui n'est pas parfaite. Mais comme je vous dis, moi, je vous parle de mon point de vue de la statistique pure et dure parce que je comprends bien que dans ce cas-ci, si on voulait un portrait, il fallait justement composer avec ce qui était possible. Il fallait faire quelque chose qui était à mi-chemin entre le quantitatif et le qualitatif parce que c'est de ça qu'on avait besoin. Puis si on ne l'avait pas fait, on n'aurait peut-être pas eu de chiffres du tout. Donc, je salue, je dirais, la méthodologie qui a été développée, puis le refus, au fond, de se laisser encarcaner peut-être dans des méthodologies qui sont nécessairement totalement quantitatives ou qualitatives. Une chose qui m'a étonnée aussi, puis que j'ai trouvé très intéressante, c'est que dans les rapports, il y a les établissements sont nommés. Il y a des tableaux où on voit, par exemple, pour les collections, les noms des établissements avec les données relatives à chacun, alors que dans la statistique pure et dure, on ne voit jamais ça. On voit des totaux et on n'a jamais l'information qu'on considère confidentielle sur l'un ou l'autre répondant. Donc, c'est dans ce sens-là, je pense qu'on peut dire que la partie qualitative est quand même importante. Et finalement, la dernière chose là, au niveau de la présentation des résultats que j'ai noté, c'est le fait qu'on dit qu'on a choisi de privilégier la circulation des données brutes sans trop faire d'interprétation. Donc, c'est sûr que pour un lecteur qui est étranger comme moi, des fois, on reste un peu sur sa faim parce que quand on lit, par exemple, que, je reviens encore sur le même exemple, 17% des visiteurs sont des scolaires, on ne sait pas si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup. Moi, j'ai un chiffre pour le Québec et je peux comparer avec le Québec, mais pour la France, est-ce que 17% de scolaires dans les muséums, est-ce que c'est plus ou moins que dans un musée d'histoire, par exemple? Donc, je sais bien que les musées d'histoire ne font pas partie du champ qui est étudié ici, mais des fois, avoir eu des références externes aurait pu aider le lecteur étranger comme moi à se faire une idée. Donc, je comprends bien qu'il va y avoir des comparaisons aussi entre les différentes familles d'établissements là, au fur et à mesure que la recherche va se développer. Et je pense que c'est important qu'il y ait ce genre de comparaison-là dans les années qui viennent. Je voudrais juste vous demander, Christine, si l'aspect collaboratif est quelque chose qui vous a interpellé. Oui, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Nous, on ne fonctionne pas exactement comme ça, mais on a quand même des comités consultatifs qui viennent nous éclairer sur les sujets qu'on devrait aborder dans nos enquêtes. Mais je pense effectivement que c'était la façon pour vous
d'arriver à avoir des taux de réponse intéressants. C'est-à-dire de vraiment impliquer les gens qui font en sorte après que quand ils reçoivent le questionnaire, c'est pas un processus qui leur vient d'ailleurs. En fait, c'est un processus qui vient en partie d'eux-mêmes. Donc, ils veulent répondre, puis je pense que c'était vraiment la bonne approche à avoir. Merci. Jean-François Servel, vous avez rendu en 2012 une étude sur la diffusion de la culture scientifique et technique, bilan, perspective. Ces travaux, comment vous les inscrivez dans cette réflexion ? Mais écoutez, moi je trouve que ce que fait l'OCIM de manière générale depuis sa création, parce que je crois que ça a été dit ce matin, l'OCIM a été créé en 1985, et la dimension observatoire donc, est intervenue plus récemment, mais donc, il y a une tradition donc, depuis maintenant près de 30 ans d'avoir un lieu qui rassemble de l'information sur ce qui se fait en France en matière, alors d'abord prioritairement du côté des musées, et puis plus globalement sur la culture scientifique et technique. Et scientifique, technique et industrielle, puisqu'on pourrait reprendre aussi ce débat de la terminologie que vous avez évoqué dans votre introduction. Et je trouve que c'est tout à fait capital qu'on ait des outils de ce type. Et je le disais il y a quelques instants en regardant le petit document qui nous a été distribué, la petite plaquette donc, qui rassemble déjà 5 ou 6 fiches sur le dispositif. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait important de disposer d'un document de ce type-là, et on pourra en redébattre ensuite dans le cours du débat, mais c'est très important à la fois du point de vue de la maîtrise de la connaissance, du point de vue statistique, comme disait notre collègue du Québec il y a un instant, mais aussi du point de vue de l'information générale du système. Et je crois que ça, c'est un outil qui est vraiment tout à fait indispensable. Parce que vous avez rappelé donc, le rapport que j'ai co-dirigé en 2011 et 2012 donc, sur la culture scientifique et technique, on sait très bien que le paysage du dispositif de la culture scientifique et technique en France est un paysage très diversifié, très multiple, et avec des institutions de niveaux extrêmement différents, de thématiques extrêmement différentes, de statuts extrêmement différents, et que donc on a une grande complexité de ce paysage. Et tout ce qui permet de rassembler un peu l'information, de faire circuler cette information à l'ensemble des acteurs directement, et puis aux interlocuteurs des acteurs, que sont notamment donc, les collectivités publiques, que ce soit les collectivités de niveau territorial, donc les communes, les groupements de communes, les départements, les régions, et puis du côté de l'État, est tout à fait capital. Et donc je trouve que ce travail de l'Observatoire est un travail extrêmement important. On l'a dit ce matin déjà, c'est un travail qui doit être assuré avec une grande continuité, parce qu'on voit bien que c'est un travail de fond, et donc il faut surtout avoir une continuité dans l'information, de telle manière à améliorer en permanence cette information. On a soulevé ce matin un certain nombre de questions qui se posent par rapport aux travaux qui ont déjà été réalisés, et évidemment c'est un process qui est en évolution et en amélioration permanente, mais c'est aussi quelque chose qui doit pouvoir se gérer dans le temps, ça a été dit aussi par un intervenant ce matin, de telle manière à voir ce que sont les évolutions. Donc moi, pour répondre directement à votre question, je trouve que c'est un travail d'une extrême importance pour tous les acteurs et pour tous les partenaires des acteurs. Bon, ensuite, j'aurai d'autres choses à en dire, mais... Bien sûr, vous aurez la parole. Bernard question suivante. Bernard Schill, votre œil d'observateur critique n'a pas manqué de relever que ce travail est caractéristique de ce qui se fait en France. En quoi ce travail est-il franco-français ? Grande question. Alors, appuyez sur le bouton. Vous appuyez. Non, mais je pense qu'il est un petit peu loin. On va peut-être. Ça va. Mon image vient de s'effondrer, vous voyez. Complètement. Ça va. Alors, moi, je crois que ce travail est essentiel aussi. Je crois que ce qui a été fait est essentiel. Je crois aussi que c'est une première étape, comme les deux premiers intervenants viennent de le souligner. C'est un outil en développement. Je crois qu'il est à espérer qu'il se pérennisera d'une certaine manière. On peut considérer que les résultats sont préalables, puisqu'on ne peut pas faire la preuve qu'ils sont véritablement représentatifs. Ça, je crois que
Je crois que c'est la remarque qui est partagée un peu par tout le monde. La chose a été répétée plusieurs fois. Je crois aussi que c'est un type d'outil, et je me suis assuré qu'il était bien disponible en ligne, et pas simplement sous la forme de rapports, qui évidemment sont toujours condamnés à une circulation limitée. Ce sont donc des documents qui sont accessibles à la fois aux chercheurs et au public, donc des documents qui sont susceptibles d'informer les chercheurs et d'informer le public. À cet égard, donc, je pense que les réserves portant sur le caractère préalable ou partiel des résultats seraient importants à signifier, puisque autrement on pourrait tirer des conclusions, on pourrait généraliser des conclusions. Ça pourrait amener, comme ma collègue l'a souligné, des décideurs à avoir des idées à l'occasion et prendre des décisions sur des nombres et des valeurs qui ne seraient peut-être pas tout à fait établies. Mais ceci dit, je crois que c'est un travail essentiel. Alors pour répondre plus précisément au caractère particulier de la France, M. Servel a souligné la complexité de la situation française en ce qui concerne le développement de la culture scientifique et technique, et industrielle, si vous voulez. Je ne crois pas que ce soit un fait caractéristique de la France. J'ai plutôt l'impression que c'est caractéristique de la culture et du mouvement de la culture scientifique en général. Et ça vaut aussi bien pour l'Asie que pour l'Amérique. Je dirais que le propre du milieu de la culture scientifique et technique est d'être systématiquement informel, de se faire et de se défaire continuellement, de se régénérer, de disparaître continuellement aussi, de se réinventer continuellement. Donc c'est un milieu qui est extraordinairement fluide et mobile, qui est mu par des intérêts, par des passions, qui va, qui vient, qui monte, qui descend. Et je crois que ça, c'est une des caractéristiques, et c'est ce qui rend l'analyse de ce milieu extrêmement difficile. Et à ce niveau-là, on peut se demander si ce type d'outil est véritablement l'outil pour en rendre compte. C'est véritablement un premier point, c'est certainement un premier pas. Certainement, quand on regarde l'aspect institutionnalisé de la culture scientifique, et l'aspect institutionnalisé porte généralement sur les musées, bien entendu. Ce sont des institutions stables, avec une visibilité, un caractère symbolique. Ils sont plus ou moins disséminés du centre vers les périphéries, puisqu'il y a différentes périphéries. On appelle ça les régions maintenant. Ça vaut aussi pour beaucoup de pays. Ça ne vaut pas simplement pour la France. Donc, voilà. Donc, je m'interroge un peu sur la nature de l'outil utilisé pour comprendre le caractère, mais ce n'était pas tout à fait le but non plus, du milieu de la culture scientifique et technique. Ça, c'est la première chose qui me frappe. La deuxième chose qui me frappe, c'est la nécessité de produire aujourd'hui du document chiffré, énormément de documents chiffrés. Ceci, évidemment, est l'aboutissement d'une réflexion de 4 ans, mais on produit du document chiffré, et ce document chiffré, on en attend des apports comparatifs, on en attend bien entendu un état des lieux, on en attend un outil stratégique. Ça a été souligné par une collègue tout à l'heure. Oui, ça m'a déjà permis de montrer que comparativement, ça c'est le benchmarking, par rapport à telle moyenne que nous n'avions pas ou que nous avions plus de personnel, etc. Donc c'est évidemment un document qui a un aspect, qui a un élément stratégique et un élément tactique qui peut être mis en œuvre immédiatement. Donc, le point qui me frappe, c'est que ceci n'est pas propre à la France non plus. L'an passé, j'ai été contacté par le gouvernement coréen pour faire une étude qui, sans être tout à fait du même ordre, était du même ordre. On voulait un ensemble de données chiffrées pour savoir où on en était par rapport à la Chine, par rapport à l'Amérique, etc., etc., etc. En ce moment, le Canada a conduit une très très grande étude nationale à laquelle je suis associé, qui a pour objectif de faire un bilan chiffré sur l'état du développement de la culture scientifique au Canada. Voilà. Et on retrouve la même tendance dans différents autres pays. Donc ce qui me semble une tendance lourde, par contre, c'est cette volonté de se remobiliser autour de la culture scientifique aujourd'hui,
en lui donnant un aspect particulier qu'on n'avait pas connu, par exemple, dans le grand mouvement des années 80 qui avait relancé la culture scientifique en France, et qui, cette fois-ci, porte de manière tout à fait spécifique sur une tentative de positionnement du mouvement français par rapport aux autres mouvements internationaux dans un but de stratégisation probablement internationale. Plus ou moins voulu, peut-être pas voulu, plus ou moins conscient, peut-être moins conscient. Mais ceci est carrément. Si on prend par exemple en Chine, la Chine conduit systématiquement chaque année des études sur le développement de l'augmentation du taux de culture scientifique de sa population depuis plusieurs années. Et la London School of Economics tente de systématiser l'ensemble des outils statistiques qui ont été développés pour chercher à construire des outils comparables dans la foulée de ceux qui ont été faits aux États-Unis, nous permettant de nous faire une idée, État par État, nation par nation, de manière comparative et comparable, bien entendu, de l'état du développement de la culture scientifique d'un pays par rapport aux autres pays. Donc, ce qui me frappe, c'est d'une part, pour me résumer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est cet état extrêmement fluide, extrêmement mouvant, extrêmement complexe de la culture scientifique et technique, et en même temps, la volonté des grands appareils, alors soit étatiques, soit des grandes agences, de se doter d'instruments de comparaison permettant d'établir des données de pays à pays pour pouvoir se situer les uns par rapport aux autres. Ceci me semble deux tendances très très lourdes en ce moment. Donc la France n'est pas un cas particulier par rapport à ça. Alain Anselmet, vous avez souligné le caractère remarquable de ce travail en absence de cahier des charges. Et vous vouliez insister sur le fait que, pour vous, ce qui vous apparaissait important, c'est cette prise de conscience des acteurs d'appartenance à une famille. Oui, je peux développer ça. On a vu dans ce que nous a dit Florence ce matin qu'il y avait, on va dire, trois familles d'acteurs qui étaient autour du patrimonial, muséum, jardin botanique, université. On pouvait les ranger, même s'ils ne font pas que ça, mais ils ont une valeur patrimoniale. Et puis les CCSTI, les centres de sciences, qui eux relèvent d'une logique qui est non patrimoniale. La première conscience, je veux dire, déjà, à la lecture des rapports, elle est là. On a les deux logiques complémentaires. On peut faire la culture scientifique sans patrimoine. C'est bien de faire la culture scientifique à partir de l'objet, puisque sur le plan pédagogique, c'est peut-être intéressant quand même d'avoir un objet, mais on n'y est pas tenu. Moi, je disais, c'est effectivement ce qu'on aperçoit, c'est qu'il y a un mouvement, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs, il n'y a rien qui soit figé. On a les vieilles institutions, pour commencer par les universités, apparues dans l'ordre il y a quelques siècles, les musées, muséums, il y a quelques siècles aussi. Jardin botanique, on nous a parlé des années, enfin du XVIe siècle, très vieux, et puis les CSTI, nouveau-nés dans le paysage, 1979, 1981. On est vraiment là avec des échelles de temps différentes. Or, j'allais dire, aucun n'a vieilli, et non seulement aucun n'a vieilli, mais les universités sont toujours en plein chambardement, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de remettre sur le feu les outils pour essayer d'avancer. Là-dedans, effectivement, il faudra que la culture scientifique puisse trouver une place. On a eu quelques lueurs d'espoir avec ce que vous a dit Sébastien Soubiran. Alors, les rapports, effectivement, j'allais dire, ils sont utiles ici, on le voit par l'Assemblée, utiles pour ceux qui vont avoir à les utiliser. En premier lieu, ce sont les acteurs. Pour les acteurs, c'est une prise de conscience, c'est-à-dire que les familles, à la limite, et j'ai entendu au moins 2 intervenants ce matin, pour ne pas les citer, qui sont Nathalie Mémoire et Franck Marsal, qui ont dit qu'il faut travailler autour des points communs. Donc il y a un certain nombre de points communs, et déjà, peut-être que ces rapports-là nous amènent à cette prise de conscience qu'il y a dans cette grande diversité un certain nombre de points communs sur lesquels il faudra creuser, il faudra les mettre en évidence, il faudra s'entendre, et ensuite il faudra l'exploiter.
On a vu également que c'est très difficile quand on veut fixer un paysage de dire je suis dans telle ou telle famille. On a vu les acteurs qui ne se reconnaissent pas forcément, sauf par affinité de métier. Alors j'ai entendu que les jardins botaniques voulaient bien se rapprocher de toute la partie, disons, zoologie, enfin tout ce qui a trait au patrimoine vivant. Mais on peut arriver. Il y a un autre système, un autre intérêt à ces outils, c'est en termes de visibilité pour les décideurs. On l'a mentionné ce matin, mais je crois qu'il faut y insister. Il y a un avantage à ce que ça soit écrit, un avantage à ce que ce soit beaucoup discuté. La méthode utilisée par l'OCIM, qui est d'établir des plateformes et de nous prévoir une version 1 qui sera suivie d'une version 2, et puis je ne sais pas la suite, je ne fais pas de pronostic. Je veux dire, c'est un mouvement aussi, et je pense qu'on arrivera à cerner. Moi, je veux dire, c'est dommage que dans les arborescences, lorsqu'on passe de 400 champs à 1200, je me dis, bien sûr, on affine, mais en même temps, dans le propre du vivant, on élague. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra aussi élaguer. Je pense que rendre une visibilité, ce sera aussi simplifié. À un moment donné, il faudra vraiment que ce soit les idées forces qui sortent. Et voilà, je pourrais continuer sur tel ou tel, éventuellement. On y reviendra. Christine Routier, vous, comme ça, a priori, ce paysage de la culture scientifique française, vous la voyez comment à travers les chiffres? Il y a une chose qui m'a beaucoup étonnée dans les chiffres, c'est qu'il n'y avait pas tellement de données financières. Alors qu'au Québec, quand on fait ce genre d'études, au Québec, les données financières, c'est ce qui fait l'unanimité, au fond, ça fait l'unanimité à l'effet qu'on doit les inclure. Donc, d'après ce que j'ai compris ce matin, il y a peut-être eu difficulté d'en recueillir. Florence, tu te demandais si les Nord-Américains ou les Anglo-Saxons étaient moins frileux. Non, ils ne sont pas moins frileux. Les établissements sont toujours susceptibles quand on leur demande de nous fournir des données financières. Mais nous, si on parvient à le faire, là où je suis, c'est parce qu'on a une loi qui dit que l'établissement à qui on pose une question doit y répondre et qu'en contrepartie, on garantit l'entière confidentialité de l'information. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des données. Mais ça, pour moi, c'est comme un peu le point aveugle. J'ai de la difficulté à bien saisir, parce que, par exemple, chez nous, quand on fait ce genre d'études, on va regarder la répartition entre le financement autonome, public, privé. Puis on va dire, bon, les muséums, mettons, ont, je sais pas moi, 50% de leur financement qui vient des subventions. Ils ont 5% de leur financement qui vient des commandites, du mécénat, etc. Et le reste, c'est des revenus autonomes. Donc ça, c'est des données qui sont toujours clés. Et j'ai été étonnée de ne pas en trouver beaucoup. Il y en avait plus concernant les centres de sciences, mais concernant les muséums puis les jardins botaniques, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Donc ça m'a surpris. Et puis... Ce qui est notable au Québec, c'est que les musées de sciences et technologies, comparativement aux autres types de musées, comme les musées d'histoire ou les musées d'art, arrivent à générer une plus forte part de leurs revenus à l'aide de revenus autonomes. Et ça vient du fait que leur fréquentation en moyenne est plus élevée par établissement. Donc, c'est des revenus qui viennent beaucoup des entrées. Et donc, je me posais la question de ce qui en était chez vous, en fait, et de ce qui en était de la part du financement autonome dans le domaine des lieux de sciences et technologies. Ce qui m'a frappée aussi, c'était l'importance du personnel non rémunéré dans les muséums, qui avait l'air d'être supérieur à 10% là, des équivalents à temps plein. Donc ça, c'est plus important que chez nous. Donc j'y vois un engagement, je dirais,
la société civile dans ces institutions-là. Il n'y avait pas les chiffres pour tous les types, pour toutes les familles, mais chez nous, c'est plutôt de l'ordre de 3,5 %. Donc, c'est moins important que chez vous. Et au niveau de la fréquentation, il y avait des parallèles intéressants à établir entre la France et le Québec, à l'effet notamment que le mode de comptage de la fréquentation n'est pas le même au sein des institutions, ce qui peut poser problème, puisque dans ce domaine-là, le nombre d'entrées est une donnée clé. Donc, chez nous, on vit la même chose. Ça ne nous empêche pas de faire des statistiques qui portent sur des grands ensembles de musées, mais éventuellement, ce serait intéressant que les établissements entre eux se donnent des normes pour comptabiliser les entrées. Et finalement, j'ai été impressionnée aussi par la part du public scolaire au sein des entrées, qui est aussi un peu plus important que chez nous. Chez nous, ça tourne autour de 9 %. Chez vous, selon les types d'établissements, 16 % dans les centres de sciences, 17 % dans les muséums, pour ceux qui ont répondu, bien sûr. C'est-à-dire que chez nous, on oblige les enfants à aller au musée. Mais chez nous, on les oblige aussi. C'est une je parle sous contrôle de l'inspecteur, c'est obligatoire. Pourquoi c'est organisé par l'établissement? Voilà, c'est obligatoire d'aller au musée une fois par an, c'est ça? Bon, non. Plus sérieusement, Jean-François Servelle, justement sur cette question du budget, qui est quand même le nerf de la guerre, parce que c'est un débat qu'on a énormément, les financements, les subventions. Comment se fait-il que, et c'est aussi la mesure du poids, on pèse plus lourd si on a des gros budgets? Je vais revenir sur ça, mais avant de répondre à cette question, je voudrais revenir un tout petit instant sur le contexte qui a été évoqué par M. Chillet il y a quelques instants. Je crois que ça, c'est un sujet qui est vraiment capital, parce que le contexte du dispositif de la culture scientifique et technique en général est en train de bouger, mais de manière extrêmement violente. Et il bouge de manière extrêmement violente, et le propos de M. Chillet le confirmait vraiment tout à fait. D'abord, pour quelle raison? Parce que nous sommes dans un contexte de concurrence internationale en matière scientifique et technologique extrêmement violent. Et par voie de conséquence, ça a des répercussions évidemment sur tout, et notamment sur les politiques de culture scientifique et technique. Il y a un deuxième élément de contexte qui est tout à fait lié au premier, c'est l'évolution des établissements d'enseignement supérieur, des universités. On a évoqué à plusieurs reprises ce matin, on a parlé des universités ce matin sur le créneau de la culture scientifique et technique, mais là aussi il faut situer ça dans un contexte où nous sommes dans une concurrence de plus en plus forte entre les établissements et les universités mondiales. Et c'est dans ce contexte-là, et en fonction de cela, qu'il faut approcher, bien entendu, ce type de sujet, comme le sujet de culture scientifique et technique. Et ça m'amène à une deuxième remarque. On pourrait insister beaucoup là-dessus, parce que ce sont des sujets qui sont vraiment essentiels, mais ça m'amène à une deuxième remarque, c'est l'articulation entre les outils de la médiation de culture scientifique et technique, on est en plein là ici dans nos sujets, avec les lieux où se fait la science. Comment s'articule le dispositif de diffusion et donc de modalité de mise en œuvre de la culture scientifique, technique et industrielle avec les lieux où se produit la science? Et ça, c'est tout le problème de l'articulation entre les universités et les outils de médiation de la connaissance, et notamment de la culture scientifique et technique. Et ça, je crois que c'est un sujet qui est tout à fait capital, qui interpelle très fortement les universités et qui renvoie à tout le débat de l'organisation du dispositif universitaire, et notamment aux réformes dont on a parlé ce matin, la loi qui a été votée au mois de juillet dernier, par exemple, la dernière loi sur l'enseignement supérieur, c'est tout à fait capital, parce que on ne pourra avoir de bonne culture scientifique et technique qu'à partir de l'instant où on a de bons établissements de sciences et qu'ils s'articulent bien avec les dispositifs de diffusion de la culture scientifique et technique. Et c'est cette articulation-là qu'il faut travailler. Et on le voit très bien à travers les analyses qui ont déjà été conduites par l'OCIM et dont nous sommes en train de parler. Alors sinon, je reviens à votre question. Je voulais parler un peu budget et moyens, en fait. Mais là aussi, quand on regarde, ne serait-ce que les fiches qui sont déjà prêtes, qui ont déjà été élaborées par l'OCIM, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de moyens
dans le dispositif de culture scientifique et technique. Et dans le rapport que vous évoquiez tout à l'heure, on avait essayé de regarder un petit peu, et c'est difficile de faire un bilan global compte tenu de la multiplicité des acteurs et de la diversité des acteurs. Mais quand on regarde quand même le bilan, on s'aperçoit qu'au niveau de l'État, l'État finance des institutions de culture scientifique et technique lourdes, des grosses institutions de culture scientifique et technique, des grandes institutions nationales, que ce soit la dimension des collections et des galeries du Muséum national d'histoire naturelle, que ce soit le Musée national des techniques du CNAM, que ce soit Universcience et le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences, donc de grandes institutions qui sont financées par le budget de l'État, intégralement, ou quasi intégralement. Bon. Et puis, tous les acteurs territoriaux. Donc, il y a quelques chiffres qui sont très intéressants, notamment quand on regarde le financement des CCSTI, même s'ils ne sont peut-être pas exhaustifs pour l'instant, mais ils sont intéressants. On voit l'investissement que les collectivités publiques territoriales font en matière de culture scientifique et technique. Donc, on a des budgets qui ne sont pas négligeables du tout. Et puis, dans les universités, il y a aussi des moyens qui sont dégagés, même s'ils ne sont peut-être pas suffisants partout, mais il y a aussi des moyens qui sont dégagés sur ce créneau-là. Et donc, on a une dispersion des budgets, mais ils sont globalement quand même importants. Et un des sujets, et c'est un des sujets d'organisation de ce système-là que l'on sait bien depuis le départ, c'est de savoir comment on mobilise les acteurs pour que la multiplicité des moyens en question soit la plus efficace possible. Et c'est en ce sens que tout le débat qu'on a sur la structuration des dispositifs territoriaux, qui sera abordé notamment demain matin, et puis la structuration des réseaux nationaux, et je crois que c'est vraiment un dispositif matriciel. Il faut avoir des dispositifs territoriaux, ce qu'on appelait les pôles territoriaux de référence, mais peu importe l'appellation, des pôles territoriaux, et puis d'autre part, des réseaux nationaux thématiques, dont on a vu un certain nombre évoqués ce matin, qu'il s'agit des CCSTI, du réseau des muséums. On voit se développer maintenant le réseau des musées techniques, qui me semble-t-il est une structuration extrêmement intéressante et extrêmement importante aussi. Et il faut croiser de manière intelligente et efficace l'action des pôles territoriaux, c'est-à-dire la coordination territoriale des différents acteurs, et puis d'autre part l'organisation thématique verticale d'un certain nombre d'institutions similaires. Et c'est la coordination de ces deux types d'actions qui fera l'efficacité du dispositif. Alors Bernard Schill, vous, quand je vous ai posé la question, y a-t-il un paysage français, une exception française, vous m'avez répondu oui, et vous avez effectivement évoqué cette volonté de gouvernance. Oui, pour poursuivre un peu sur la mise en contexte, et aussi dans l'esprit de ce que M. Servel vient de souligner, vous vous rappelez certainement que les années 80, particulièrement en France, puisque ça a été ponctué de plusieurs rencontres d'états généraux et d'un gigantesque colloque de la culture scientifique et technique, qui a en fin de compte lancé les CCSTI. Les CCSTI avaient commencé un tout petit peu avant, mais le mouvement s'est véritablement généralisé et développé en France à partir des années 1980. Là-dessus, la France a été très systématique, je dois dire, c'est un très bon point. Voilà. Donc, mais le point essentiel, là encore, c'est qu'autour des années 80, les ministères de la culture et de la science se sont dissociés, dans la plupart des pays occidentaux, des ministères de l'enseignement ou des ministères de la culture. Ils se sont autonomisés, si vous voulez, et ont commencé à avoir une vie propre. Le point essentiel n'est pas celui-ci. Le point essentiel est que ce mouvement que l'on a pu observer dans la plupart des pays occidentaux autour des années 80 résultait d'une réflexion qui avait été conduite par l'OCDE depuis les années 70, qui avait promu systématiquement le développement et de la science et de ses applications et favorisé le développement d'une culture scientifique chez le grand public pour supporter le développement scientifique de la société. Donc c'est la conjonction de ces deux mouvements qui sont importants à comprendre. Il y a donc eu quelque part une stratégie concertée des grands organismes internationaux, une réflexion et des conclusions qui ont conduit à développer non seulement les sciences, mais la conviction des sciences pour entraîner le public à y participer. Voilà. La différence entre les années 80 et maintenant me semble être la suivante. Au cours des années 80, on a investi énormément de ressources
dans le mouvement de la culture scientifique, mais on l'a laissé un peu à lui-même. On a fait confiance aux acteurs de la société civile pour, grâce aux moyens qui leur étaient consentis, réussir à développer une culture scientifique et technique et faire en sorte que la population non seulement participe au mouvement, mais contribue au développement de la société, puisque dès la fin des années 70, il était acquis qu'on ne pouvait plus se développer sinon on ne s'entraînait pas nous-mêmes à devenir un peu plus scientifique etc., etc. Vous avez compris le raisonnement. Ce qui me semble différencier le mouvement donc des années 80 et celui d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on cherche à coordonner les actions des acteurs de la culture scientifique, où qu'ils soient et aussi ramifiés soient-ils. On cherche donc, par le biais des grandes organisations, donc à partir des gouvernements eux-mêmes, par les institutions dont ils se sont dotés, par les moyens qu'ils ont d'agir sur la population, financement, loi, réglementation, à créer un mouvement qui est beaucoup plus qu'une stimulation, en quelque sorte, de l'intérêt public, mais une volonté de mobilisation politique de la nation autour des questions scientifiques. Et ceci, non plus, malheureusement, n'est pas propre à la France, parce que la France, comme M. Servel l'a tout à fait, est dans la même situation de concurrence que l'ensemble de toutes les sociétés actuellement. Et ce mouvement, cette tentative de relance et de coordination et de systématisation du développement d'une culture scientifique dans la société est partagé par l'ensemble de tous les États aujourd'hui, ce qui avivent, bien entendu, la concurrence. Mais le point marquant, ce qui fait la différence entre les années 80 et aujourd'hui, c'est une volonté systématique de coordination des actions des acteurs en vue de les mobiliser pour une finalité, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années précédentes. Alain de Selmette, en tant que représentant d'Universcience, vous avez participé à cette réflexion sur la gouvernance, la mise en place de cette coordination à travers les plateformes territoriales que vous avez évoquées, Madame. Où en est-on de tout cela? Oui, un petit mot sur la gouvernance. C'est là aussi quelque chose qui a une durée de vie un peu courte, c'est-à-dire qu'elle a été mise en place, institutionnalisée, après un travail de réflexion de 2-3 ans, en mars 2012, avec l'installation du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle, à laquelle participent des gens qui sont là de droit, les représentants du ministère, des membres des musées, l'AMSTI et d'autres organisations. Et puis, il y avait quelques personnalités sur lesquelles on peut discuter, qui sont les représentants, disons, des scientifiques prestigieux, etc. Donc, il y a un panel, c'est en ce moment en train de réfléchir. Ça s'est mis en place en mois de mars 2012, vous voyez, ça fait déjà un peu plus d'1 an. Dans le cadre de la structuration, dans l'émission qui était confiée au départ à Universcience, de rôle de pôle national de référence. Alors on parle de pôle territorial, mais au départ on dit il y a un pôle national. Voilà, c'est quelque chose qui est très grand dans le paysage, qui a des moyens. L'État lui donne des moyens. L'État donc lui confère aussi un rôle. Et donc il y a une structuration avec, on se dit, le Conseil national tout seul, il est consultatif, et on lui adjoint un comité opérationnel de la culture scientifique, dans lequel il va y avoir pour moitié les pôles territoriaux de référence. Ces pôles territoriaux de référence sont créés aussi dans la foulée. Là, nous sommes vraiment, vous voyez, à la fin du premier semestre 2012. Se mettent en place très rapidement 11 à 14 pôles territoriaux, et c'est un petit peu, malheureusement, les résultats qui restent figés dans le papier. C'est l'avantage et le désavantage de l'écrit, dans lequel on a fait le parti pris de mettre les CCSTI. Donc effectivement, il y a dans les pôles territoriaux de référence à la fois des CCSTI, parce qu'ils étaient l'interlocuteur naturel sur le territoire, s'occupant déjà de la mise en lien des acteurs, étant en lien avec les instances
conseil régional, des désertés, représentants de l'État. Donc il faisait déjà une partie du travail, en plus d'un travail d'exposition, de diffusion de culture scientifique, enfin d'animation. À ces pôles territoriaux, très rapidement, aujourd'hui nous en sommes à 22. Alors il y a toutes sortes de configurations, mais je crois qu'on en a parlé aussi ce matin, et on retrouve ça dans le texte. Il y en a qui sont sous forme de consortium. Il y en a qui ont envoyé, par exemple en Corse, c'est original, ils ont envoyé un CPIE, un représentant d'un CPIE, donc vraiment une petite famille. Et en Provence, Alpes et Côte d'Azur, je veux dire, la tradition qui était un travail main dans la main de la région et de l'État a fait que viennent représenter le pôle territorial, c'est-à-dire le consortium des acteurs, les 265 acteurs ou plus d'acteurs scientifiques, c'est un membre du conseil régional ou le D2RT. Donc là, ils ont choisi cette forme-là qui est un petit peu originale. En Lorraine, je veux dire, c'est l'université de Lorraine qui est partie prenante. On voit très bien que dans le paysage, on est dans des choses qui sont très différentes. La Constitution n'est pas monolithique. Chaque région a répondu avec son histoire et avec ce qui était propre. En région, j'ai entendu Madame Guillen ce matin. En région Midi-Pyrénées, c'est le petit dernier, hein, c'est le petit dernier. Il y a eu beaucoup de travail pour savoir ce qu'on mettait sous ce vocabulaire de pôle territorial de référence. On a associé beaucoup de monde. Et puis on a rajouté, alors on avait au CNAM il y a quelques jours des gens qui intervenaient, notamment cette présentation, et Joël Langot, donc, qui est directeur de CCSTI, était présent en tant que référent du pôle territorial, mais il disait, moi, je donne un exemple, ma structure, en tant que CCSTI, j'avais 8 délégations, une par département, et aujourd'hui mon travail va bien au-delà. C'est-à-dire que j'ai rassemblé des gens qui n'étaient pas, enfin je veux dire, qui n'étaient pas forcément avec qui j'allais travailler, mais qui n'étaient pas... Donc ça avance. Ça bouge énormément. Il y a quelques régions qui ont eu des difficultés à le faire, en particulier, je veux dire par exemple l'Île-de-France. Qui n'est toujours pas constitué en pôle. Qui n'est pas constitué en pôle territorial, et pour lequel, vu l'avancée, on espère le vote de la loi sur la décentralisation prochaine, ben, ce sera la région qui le prendra en main. Autant ça avait été désigné d'un travail commun entre préfecture de région, c'est-à-dire D2RT, et conseil régional, le président du conseil régional consulté, autrement dit le vice-président en charge de l'étude scientifique consulté. Autant ça avait été bâti sur cette voie-là, autant demain ça va être, je veux dire, à la limite, je caricature, le président du conseil régional qui va solliciter le D2RT pour savoir qui on met. Donc je veux dire, ce sont des choses qui avancent, et on a différents étages. Le conseil national, lui, est chargé de faire remonter ça, d'analyser, de faire remonter au gouvernement, d'être vraiment porte-parole. Bernard Schild, quel regard vous portez sur ce mode d'organisation? Eh bien, je veux dire, je trouve que c'est la confirmation de ce que je viens de dire, tout simplement. C'est la logique adoptée par le gouvernement français pour s'assurer, et c'est très correct, hein, pour s'assurer une coordination des instances de culture scientifique et technique. Donc, pour s'assurer donc une coordination des instances de culture scientifique et technique dans un double mouvement, à la fois disons, de direction, si vous voulez, et de remontée d'informations pour ajuster les stratégies qui peuvent être développées de haut niveau. Je pense que c'est la stratégie adoptée par le gouvernement français. La stratégie du gouvernement chinois est beaucoup plus directive. Ils ont carrément mis en place un ensemble de lois qu'ils appliquent systématiquement et qu'ils développent en vue de promouvoir et s'assurer d'un développement et d'une éducation du niveau de culture scientifique de la population.
En Corée, ils se sont dotés d'un organisme de coordination depuis plusieurs années qui chapeaute l'ensemble, qui s'appelle le COFAC, entre parenthèses, et qui chapeaute l'ensemble des activités de développement de la culture scientifique. Vous savez que c'est un pays qui est très performant, la Corée du Sud, hein, et qui chapeaute les activités à la fois de formation scientifique et de développement de la culture scientifique et technique en Corée. En Chine, les deux organismes, qui s'appellent le CAST, à la fois coordonnent l'Académie des sciences et l'ensemble des activités de diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la Chine. Voyez-vous ? Au Canada, nous n'avons pas cette structure-là parce que nous avons des juridictions qui sont en conflit en quelque sorte. Les responsabilités nationales, que l'on appelle fédérales, et les responsabilités provinciales sont assez souvent en conflit en ce qui concerne le développement de la culture, l'application des politiques nationales à des niveaux provinciaux, les provinces, ce qui fait que le problème canadien est beaucoup plus difficile à résoudre, je dirais, qu'en France, beaucoup plus centralisé, beaucoup plus difficile qu'en Chine, qui est non seulement centralisée, mais beaucoup plus directive que d'autres pays, bien entendu. Mais la volonté globale de s'assurer d'une coordination nationale, à la fois donc d'encadrement et de promotion de la culture scientifique et technique, me semble être une tendance lourde actuelle qui caractérise ce que j'appelle la remontée du mouvement. Parce que la culture scientifique est avec nous depuis très très longtemps, elle est avec nous depuis plus de 150 ans. Et on pourrait remonter jusqu'à Fontenelle, mais je vous raconterai pas la petite histoire de la culture scientifique et technique. Mais toujours est-il qu'elle est là depuis très très longtemps. Et que la question à se poser est beaucoup moins celle de sa promotion, à mon avis, que celle de la nécessité de réaffirmer cycliquement sa promotion. Et aujourd'hui, on vit un troisième ou quatrième mouvement de réaffirmation de la nécessité de la culture scientifique et technique, sauf que cette fois-ci, il prend une couleur différente. Et la couleur, c'est celle d'une centralisation des opérations. Même si on les diversifie au niveau régional et qu'on laisse chaque région décider de ses propres modalités. L'important, c'est qu'elle fasse remonter ces informations et qu'elle les reçoive, que des organismes servent d'organismes parapluies. Voilà, c'est ça qui est important. Jean-François Servel, vous complétez. Moi, je voulais juste simplement intervenir sur ce point, sans revenir sur tout le débat général de la gouvernance dont on a déjà parlé ailleurs, pour revenir sur le sujet même de la réunion d'aujourd'hui et sur le rôle de l'OCIM et les travaux de l'OCIM. Je crois que ce qui est important là, c'est qu'on ait un lieu de mutualisation qui soit en capacité de rassembler les données qui sont produites par l'ensemble de la diversité des acteurs, dans leur multiplicité, dans leur variété, comme on l'a déjà analysé, mais qu'on ait un lieu qui soit en capacité de rassembler cette information et de mettre cette information à disposition de l'ensemble des acteurs intéressés, qu'ils soient les acteurs eux-mêmes de l'activité de culture scientifique, qu'ils soient les lieux scientifiques, parce que j'insiste moi beaucoup sur cette articulation entre les lieux de médiation de la culture scientifique et technique et les lieux de production du savoir que sont les universités ou les centres de recherche. Il faut qu'il y ait une articulation très forte entre les deux et par ailleurs les autres acteurs partenaires que sont notamment les collectivités publiques, comme on le disait à l'instant. Et je crois que c'est très important, c'est pour ça que j'insistais dès le début de ma première intervention sur la continuité de l'action de l'OCIM depuis 1985. Je crois que c'est ce qui fait sa force. Nous avons besoin d'une institution de ce type qui soit au service de l'ensemble des acteurs et alimentée par l'ensemble des acteurs. Et il faut que tous les acteurs s'approprient en quelque sorte ce dispositif parce qu'il est alimenté par eux et à leur disposition. Et c'est ça qui est important. Je voulais vous poser une question, parce que je sais que vous êtes engagé dans ce processus. Est-ce qu'il y a un croisement à faire entre cette histoire de gouvernance et ce qui s'est passé avec les investissements d'avenir, c'est-à-dire une autre impulsion, c'est-à-dire une impulsion vers l'innovation, vers... Oui, alors là aussi, évidemment, quand on évoquait le contexte tout à l'heure, il y avait évidemment le contexte international, et je crois qu'il est d'une importance cruciale, parce que ce qui était dit sur la Chine, par exemple, par M. Schiele, est évidemment, quand on va en Chine, c'est une évidence absolue, quoi, hein. Ce pays est totalement mobilisé pour que la
maximum de sa population soit au meilleur niveau du monde en matière scientifique et technologique. C'est un peu comme en Allemagne. En Allemagne, c'est pareil. Quand on va en Allemagne, tout le pays est mobilisé pour que le niveau scientifique, technologique et industriel de l'Allemagne reste le premier du monde. Bon, on sent ça partout, dans les universités, dans les collectivités territoriales, dans les entreprises, etc. Et en Chine, c'est pareil. Donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'on est dans ce contexte-là. Et dans les autres éléments de contextualisation, il y a évidemment l'évolution des statuts universitaires. Et la loi de juillet 2013 a été la dernière formalisation de cette évolution des structures universitaires, et c'est évidemment capital. Et puis il y a un certain nombre d'actions importantes qui ont été conduites par l'État, et notamment les investissements d'avenir, donc, puisque vous les évoquez, puisque ça fait quand même longtemps qu'il n'y avait pas eu, pour la culture scientifique et technique, une enveloppe de 100 millions d'euros qui a été mise à disposition donc, dans le cadre des investissements d'avenir pour développer les activités de culture scientifique et technique en relation avec une politique d'égalité des chances. Et avec l'idée forte qui portait cet aspect du programme investissement d'avenir, qui était de dire la culture scientifique et technique, c'est évidemment quelque chose de très important à de multiples égards, et on l'a évoqué, en termes économiques, en termes de capacité scientifique du pays, en termes de capacité technologique, c'est évident, mais c'est aussi un outil d'action en faveur de l'égalité des chances. Et l'appel à projet en question avait notamment pour vocation d'aider des activités et des projets qui soient en capacité de développer l'accès à la culture scientifique et technique pour les populations les plus éloignées de ce type de champ de réflexion ou de champ de culture. Et beaucoup des dossiers qui ont été effectivement retenus jusqu'à présent dans le cadre de cet appel à projet ont cette ambition. Je vais vous proposer, parce que l'heure tourne, de passer aux questions de la salle. Si vous souhaitez poser des questions. Alors, il y en a déjà une là-bas. Et vous, bien sûr, je ne vous oublierai pas. C'est certain. Jean-François Gaffard, Muséum d'histoire naturelle de Grès. Non, vous aurez votre question. Oui, donc, je récuse totalement cette vision de la concurrence internationale dans le cadre d'une croissance indéfinie. Je crois que les enjeux de la culture scientifique sont ailleurs. On raisonne là aujourd'hui comme si le monde n'allait pas avoir 10 milliards d'habitants, comme si une nécessaire réallocation des ressources sur la Terre était pas nécessaire, comme si l'érosion de la biodiversité n'était pas un enjeu énorme, et comme si le changement climatique n'était pas un mur devant nous. Et je crois que la culture scientifique, les enjeux de la culture scientifique, elle n'est pas tant dans la concurrence qu'aussi dans les mécanismes de coopération à l'échelle internationale qu'on est capable de mettre en œuvre. Donc voilà, je voulais réagir un petit peu violemment. Je m'excuse si j'ai réagi un petit peu violemment. Ce n'était pas violent, ne vous inquiétez pas. Oui, mais je crois que c'est pas contradictoire du tout. Je crois que c'est pas contradictoire du tout. Moi, je partage tout à fait les remarques que vous faites sur un certain nombre de contraintes qui pèsent sur ce domaine-là. Mais il faut être en capacité de prendre en considération les deux aspects du problème. On ne peut pas nier aujourd'hui que le discours sur l'innovation et les réalités des programmes d'innovation dans les différents pays du monde est extrêmement fort. Et qu'un certain nombre de pays, notamment de pays émergents, portent sur ce discours-là de manière extrêmement puissante et avec des investissements dans ce domaine-là extrêmement considérables. Donc ça, on ne peut pas le nier, c'est un constat. À côté de cela, je crois que vous avez tout à fait raison de le souligner, il y a toute une série de contraintes qu'il faut être en capacité d'analyser, bien entendu. Et je crois que les politiques de culture scientifique et technique peuvent permettre de faire cette synthèse-là. C'est-à-dire d'être en capacité de gérer les éléments de contrainte que nous connaissons et qui sont analysés de telle manière à se mettre en possibilité d'y répondre. Et un des enjeux des débats de culture scientifique et technique qui sont effectivement posés à une échelle globale, et pas seulement à l'échelle de chaque État et dans des logiques de concurrence d'État, même s'il faut reconnaître que c'est la réalité d'aujourd'hui, la concurrence d'État,
Il faut être en capacité de dépasser cela par des structures qui permettent d'affronter des problèmes qui sont des problèmes globaux. Et un des enjeux qui est devant nous, et il fait partie des débats autour de la science, autour de la technique et donc de la culture scientifique et technique, c'est d'être en capacité de gérer les deux aspects du problème. Moi, je partage tout à fait cette analyse-là. Je pense que ce qui a été dit ici à la table n'est pas contradictoire, mais révèle la contradiction dans laquelle on se trouve. Et nous vivons tout à fait une situation de concurrence mondiale et une nécessité, comment pourrais-je dire de manière très synthétique, et une nécessité, je dirais, de mutualiser les esprits pour répondre aux enjeux globaux, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la perte de biodiversité et l'ensemble des grands facteurs qui affectent la totalité de la planète. Et alors ça, c'est la contradiction dans laquelle nous nous trouvons. Et je crois que personne ici autour de cette table ou dans cette salle, je veux dire, a la solution. Par contre, j'ajouterais à ce qui vient d'être dit que une des difficultés auxquelles se heurte cette volonté de concerter systématiquement les actions de culture scientifique et technique en vue de soutenir la concurrence est en quelque sorte le doute systématique qui s'est instillé dans l'esprit des populations. Et ce que les populations cherchent aujourd'hui, je dirais, je vais employer un mot fort, mais ce n'est pas celui que j'ai dans l'esprit, cherchent beaucoup moins un embrigadement qu'une volonté d'engagement. Et ça, c'est une différence qui est radicale. Une question ici, parce que sinon vous allez m'en vouloir. Non, mais alors ma question aura moins de hauteur et de lucidité, désolé. Donc Lionel Maillot, c'est presque la question d'un acteur de la culture scientifique. Ce que vous avez dit, Bernard Schill, sur ces réflexions sur ce point de vue historique sur la culture scientifique. Vous avez parlé de faire et défaire, de souvent réinventer. Ça, c'est quelque chose qui nous parle en tant qu'acteurs de la culture scientifique, parce qu'on voit souvent des gens qui nous proposent des choses dont on sait qu'elles ont été faites ou refaites, et puis les personnalités ne sont pas forcément au courant de cette histoire, et donc il y a beaucoup de réinventions, et peut-être des fois d'actions qui n'ont pas forcément une faisabilité très, très intéressante, parce qu'elles ont déjà été faites. Moi, ce que je me disais, c'est est-ce que l'Observatoire ne pourrait pas se concentrer encore plus sur vraiment décrire les actions, parce qu'on a vu dans certains tableaux où on mélangeait débats, rencontres, cafés scientifiques, les décrire plus avec cet aspect historique, évolutif. Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer, donc à l'usage des médiateurs, mais aussi à l'usage des chercheurs, une vision un peu évolutive des actions, vous avez parlé de dispositifs, des modalités, et qu'on puisse comprendre, par exemple, je ne sais pas moi, la modalité Café des sciences avec un animateur, 3 chercheurs. Il me semble qu'elle était à la mode il y a 5-6 ans. Il me semble qu'elle est moins à la mode. Est-ce que l'Observatoire et les historiens ne pourraient pas nous éclairer là-dessus pour nous donner des pistes et pouvoir savoir s'il y a des hybridations d'espèces dans ces dispositifs, s'il y a des extinctions de masse, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste d'expérience, la mode est passée au speed dating avec les chercheurs. Alors, oui, on fait speed searching. Bon, c'est une nouvelle forme, c'est plus les cafés, mais maintenant on fait des rencontres speed dating face à face, 7 minutes, et on passe aux chercheurs. Oui, il y a les Fab Labs. Est-ce que vous adressiez votre question à qui? Alors, à Bernard Schill, pour savoir si il y avait... je sais qu'il y a des travaux d'histoire de la culture scientifique. Sur l'évolution. Et puis aussi à l'Observatoire, pour savoir si ça peut être une piste, parce que ce que je voulais dire aussi ce matin, mais je ne le dirai pas, c'est que il serait bien d'avoir des petits fascicules à l'usage des chercheurs, à l'usage des médiateurs, pourquoi pas à l'usage des politiques, qui puissent nous permettre de comprendre à quoi peuvent servir tous ces chiffres. Enfin, si je peux me permettre, évidemment, j'ai pas de réponse, parce que c'est une question qui est extrêmement importante, mais je dirais qu'il y a là deux projets différents. Je crois que le travail de l'OCIM, enfin, pour autant que je l'ai compris, c'est de présenter un peu l'état des choses.
et n'est pas nécessairement de s'engager directement, bien qu'il y ait une implication d'engagement dans le fait d'établir un peu le bilan tel qu'il se présente aujourd'hui. Donc, je vois qu'il y a une mission différente. Mais pour répondre plus spécifiquement, donc, ça, cette volonté d'engagement du public auquel je viens de faire allusion à l'instant se traduit par une demande de relation qui est radicalement différente avec la science que celle à laquelle il est habitué. Plutôt que de se voir présenter les résultats, il souhaiterait beaucoup plus. C'est ce que montrent les travaux anglo-saxons, particulièrement, que je connais un peu mieux, dans le domaine, plutôt que de voir en quelque sorte, plutôt que de se voir présenter la science faite par ceux qui l'ont faite et qui sont d'accord entre eux sur ce qui a été fait et a été accompli, il préférerait beaucoup plus savoir ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se décider par ceux qui conduisent des recherches, sans nécessairement savoir où elles vont conduire. Ça, c'est une tendance qui se dégage dans l'ensemble. Alors, on appelle ça public engagement en anglais, hein, c'est le terme qui est utilisé, mais il implique une volonté de la population de s'investir, non pas au niveau des résultats qu'on lui présente, non pas de donner son avis quand les jeux, en quelque sorte, sont déjà faits, mais quand les jeux sont en train de se faire. Donc, d'entrer en dialogue et en conversation avec ceux qui entreprennent des programmes de recherche qui vont conduire à des résultats et à des applications, au moment où on ne sait pas encore vraiment où on va aller. Et ça, c'est une tendance très, très forte. Et dans une certaine mesure, cette tendance, elle répond un peu à la question qui nous était posée tout à l'heure, parce qu'elle est aussi un peu en contradiction, et c'est pour ça que j'ai employé le terme contradiction. Elle est en contradiction avec une volonté, en quelque sorte, de mobiliser le public en vue d'une concurrence exacerbée à maintenir, et une volonté du public de dire « où allons-nous » Et c'est un peu ça, cette tendance qui est extrêmement forte, et elle s'est manifestée dans différents rapports, notamment dans le rapport qui a été publié au tournant des années 2000, qui s'appelait le House of Lords, qui avait été publié en Angleterre, dans lequel il était clairement démontré que ce qui caractérisait le changement de polarité, donc le changement de perception des sciences en Angleterre à l'époque, c'était un certain doute. Et ce doute, il ne se traduisait pas par un refus de la science. Il se traduisait par une véritable volonté de dialogue. Et les derniers résultats de l'observatoire, donc l'observatoire européen, qui est sur l'Eurobaromètre, montrent aussi cette tendance. Et c'est cette tendance, donc ce doute, qui se caractérise, qui se traduit par une volonté d'être impliqué dans les décisions avant même qu'elles se prennent, qui, lui, me semble un changement important dans l'état d'esprit des populations, du moins dans les pays occidentaux. On ne retrouve pas ça dans d'autres pays nécessairement, mais dans les pays occidentaux qui nous sont plus familiers, c'est une tendance qui se manifeste en ce moment. Ce qui répond un peu à la question que vous posiez, monsieur, tout à l'heure. Voilà. Vous aviez une question ? Oui, c'était une remarque par rapport à ce que Christine Routhier a dit et un peu un effet miroir par rapport à ce que Bernard Schill a dit, c'est-à-dire qu'il faut convoquer l'histoire dans différentes longueurs, dans différentes profondeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, si je peux être d'accord avec vous sur la tendance lourde qui est en train de se mettre en place au niveau national, je ne peux pas enlever de ma tête ce que votre collègue Christine a dit, c'est-à-dire que les fonds sont fondamentaux. C'est-à-dire que sous réserve de correction par M. Servel, mais je crois que les 4 structures nationales mobilisent 200 millions d'euros par an et que l'ensemble de la politique nationale mobilise 3,6 millions pour l'ensemble du territoire national, dom-tom compris, bien évidemment. Je rajouterai là-dessus qu'en définitive, 77% des financements de la politique de culture scientifique dans les régions viennent des conseils régionaux. Et ça va rebondir sur ce que vous avez énoncé, c'est-à-dire qu'en définitive, par rapport à des photographies, je veux bien qu'on fasse, puisque nous sommes en Bourgogne, c'est quand même le pays Niepce, je veux bien qu'on fasse du Polaroid. Mais s'il vous plaît, faisons de la photo, de la vraie photo, c'est-à-dire celle qui nous permet de distinguer les choses. Et dans distinguer les choses, je pense qu'effectivement, il y a un enjeu fondamental qui est de ramener à cette exigence qui effectivement est présente, qui a 2 facettes. La première, c'est que les gens veulent avoir le vrai scientifique en face d'eux.
Oui, l'engagement. Ils veulent un engagement. Voilà, public engagement, on est là-dessus, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en définitive, j'en suis désolé pour les journalistes, excusez-moi, Isabelle, c'est qu'en définitive, le journaliste qui nous raconte la 3e catastrophe qui s'est passée au Chili, malheureusement, ça a perdu de sa valeur, ça a perdu de son sens, on peut le regretter, mais c'est comme ça. C'est la fin de la médiation, alors. Voilà, on n'est pas dans la médiation. Donc, il y a le scientifique en direct. Et le deuxième qui est fondamental, c'est qui paie commande. Et la Récit 3, là-dessus, nous invite à réfléchir, c'est-à-dire qu'en définitive, le rendez-vous, ce n'est pas le rendez-vous de la culture scientifique, c'est le rendez-vous de la culture scientifique et technologique. Les nanosciences sont là, les nanotech sont là. Et c'est là que ça se joue. Derrière ça, ce sont les qualifications professionnelles, ce sont les redéploiements économiques sur les territoires, et c'est la manière dont les centres de recherche vont pouvoir se positionner et la manière dont la culture scientifique et technologique va pouvoir fonctionner. Donc ma question, c'est quid? Quels seraient pour vous les 3 conseils, non pas les 3 rêves, les 3 conseils en termes de photographie qu'il faudrait faire pour l'observatoire? Alors là, vous posez une question extrêmement française à un touriste, vous voyez? Donc, extrêmement difficile. Extrêmement difficile à répondre. Extrêmement difficile à répondre. Mais je dirais, par contre, que le problème auquel vous faites allusion se répercute de manière un peu différente au Canada. C'est-à-dire que la concentration se fait dans les grands centres et non pas dans les régions. Mais je ne crois pas que ce problème-là soit propre à la culture scientifique et technique. Il se retrouve aussi dans la culture, il se retrouve dans la valorisation du patrimoine. Je pense qu'il est beaucoup plus le reflet de l'évolution de notre société dans son ensemble, qui est de plus en plus urbaine, où se concentrent les ressources, donc les ressources culturelles, les ressources scientifiques, les ressources industrielles, et que les régions, malgré la volonté de régionalisation, on a cette volonté de régionalisation au Canada. La population au Canada, nous sommes tout petits, nous sommes à peine 37 millions d'habitants, se répartit sur une bande de 5000 km de long, qui grimpe de 100 km vers le nord, et ensuite, c'est un grand vide, voyez-vous. On a beaucoup d'espace chez nous, voyez-vous. Et si l'on regarde la distribution des pôles économiques, à part évidemment les mines, et tous ceux qui se développent, mais les points de concentration culturelle et scientifique, ils se situent dans les grands centres urbains. Et si vous regardez en Chine, c'est exactement la même chose qui se passe. Donc ce problème-là, il n'est pas propre à la France. Le problème de la difficulté des régions de s'affirmer par rapport à ce que reçoivent les autres n'est pas propre à la France. C'est comme ça que je répondrai à votre question. Mais pour le détail de la situation française, non, je suis obligé de déclarer forfait, bien entendu. Mais si j'essaie une petite comparaison, oui, je crois que je comprends votre question. Y a-t-il une question ici? J'avais une question par rapport à une question justement qui revient très souvent sur la question des carrières scientifiques et l'articulation avec le développement de la culture scientifique et technique. Est-ce que je pose à la tribune ou à l'auditoire, est-ce que ceci était aussi présent dans les années 80, l'obsession de dire, montrer en quoi les acteurs de la culture scientifique et technique peuvent donner un coup d'accélérateur pour les carrières scientifiques? Et est-ce qu'on observe ça aussi, cette inquiétude sur la désaffection des étudiants pour les carrières scientifiques à l'échelle internationale? Tu veux dire le mouvement pour susciter des vocations? Voilà. Il y a deux questions. Il y a 2 questions différentes. Mais si, pour répondre très très brièvement, oui, c'est un leitmotiv des politiques où qu'elles aient été développées. La valorisation des carrières scientifiques se retrouve depuis au moins 50 ans, et même avant, parce que les gouvernements ont commencé à véritablement s'investir au tournant des années 80, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais lorsque les différentes associations se mobilisaient et militaient pour un rôle accru du gouvernement, elles appelaient déjà au soutien et au développement des carrières scientifiques. Donc c'est un discours qui revient constant, et c'est une réalité aussi en parenthèse, hein. Et c'est un discours qui est constant dans le discours de justification et de valorisation de la culture scientifique et technique. Ouais. Oui, c'est une question qui est très importante et qui revient effectivement très souvent. Je reste sur la première partie de la question, c'est-à-dire sur les carrières des scientifiques. Il y a 2 éléments de réponse à ça. Le premier élément de réponse, c'est de dire on met des personnels dédiés dans des institutions dédiées.
Et donc, ils sont chargés de faire de la culture scientifique et technique de manière exclusive. Et c'est la logique des institutions, que monsieur évoquait il y a un instant, des grandes institutions nationales. On dit on a des grandes institutions nationales, ça s'appelle l'Universcience, par exemple, et là-dedans, il y a 1000 personnes. Et ces 1000 personnes, elles sont dédiées à ne faire que de la culture scientifique et technique. Donc là, on a une première partie de réponse, c'est de dire on met des personnels dédiés exclusivement à cette activité de médiation et de développement de la culture scientifique et technique. C'est une réponse possible. Et puis il y a un deuxième élément de réponse, c'est de dire, dans les institutions scientifiques à proprement parler, les institutions de recherche ou les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, comme les universités, au premier chef, bien entendu, eh bien, les personnels qui sont dans ces institutions ont cette activité-là aussi dans leur mission, et elle doit être valorisée comme la mission de recherche ou la mission d'enseignement, qui sont les deux missions principales, mais il y a aussi la mission d'innovation, il y a aussi la mission de transfert, il y a la mission de formation des adultes, par exemple, aussi, et il est intéressant de noter que, par exemple, le sujet de la formation des adultes pose exactement les mêmes questions. Quand les personnels d'enseignement supérieur s'investissent dans la formation des adultes, eh bien on dit que ce n'est pas pris en considération pour leur carrière. Et c'est un débat qu'on retrouve de manière récurrente dans les universités pour les enseignants-chercheurs qui s'investissent en matière de formation des adultes, qui est une des formes d'ailleurs de la culture scientifique et technique, mais je laisse ce volet-là de côté pour l'instant. Et moi j'ai toujours une réponse là-dessus. La réponse, elle est de dire que les établissements d'enseignement supérieur ont à leur disposition la possibilité de valoriser ces carrières s'ils le veulent, puisque la moitié des promotions donc, de carrière des enseignants-chercheurs se décident au niveau de l'établissement d'enseignement supérieur. Et que donc, s'ils veulent valoriser cet aspect de l'activité d'un enseignant-chercheur, il est parfaitement, plus que loisible, il est tout à fait de droit qu'ils puissent le faire s'ils le décident. Donc, c'est un choix de l'établissement d'enseignement supérieur de valoriser ou pas l'investissement d'un enseignant-chercheur dans ce domaine-là. Et ça rejoint ce que je disais il y a quelques instants, on en parlait tout à l'heure avec des représentants, par exemple, de l'université de Strasbourg, pour prendre l'exemple d'une université puissante et qui vient de se réorganiser en regroupant donc, les 3 universités qui étaient sur le site de Strasbourg. Une université importante comme l'université de Strasbourg peut avoir, je prends cet exemple-là parce que c'est une université importante, mais on pourrait en prendre d'autres, bien entendu, peut avoir une politique en la matière si elle le désire. Et elle peut valoriser les enseignants qui sont investis dans ce domaine-là. Et je terminerai par un sujet que j'avais déjà évoqué, notamment une réunion à Strasbourg avec M. Dressé, donc je le vois au fond de la salle. Il y a dans le dispositif du Conseil national des universités une section qui est dédiée à cela, qui est la 72e section donc, du Conseil national des universités, qui s'appelle « Histoire des sciences, histoire des techniques et épistémologie », et où les enseignants qui sont inscrits dans cette section ont justement pour vocation de travailler sur ces sujets-là. Et je crois qu'il est très important de le rappeler et d'interpeller la communauté universitaire sur l'utilisation de cette section dans le dispositif global des sections du Conseil national des universités. Une dernière question au fond. Ah non, deux, d'accord. Oui. 2 questions. Monsieur. Ah oui. Oui, Fabrice Surieux de l'Université de Reims. Bon, j'interviendrai demain, je ne vais pas être trop long, mais je suis d'accord avec vous et l'autonomie des universités peut aller dans ce sens, mais c'est quand même très récent et il y a quand même le poids du national derrière. C'est comme l'interdisciplinaire, on doit en faire, mais ce n'est pas reconnu. Donc le problème, c'est le CNU. Il faut changer le CNU parce que c'est le gardien du conservatisme. Et ce qui fait évoluer les choses, c'est effectivement les choses sur le terrain. Et vous parliez de coordination. Effectivement, on voit se rapprocher notamment
des activités qui se déroulaient en dehors de l'université par des enseignants-chercheurs, notamment dans le cadre d'associations de l'université, avec cette prise de conscience de l'intérêt d'une action en matière de culture scientifique et technique. Donc, par contre, il ne faudrait pas que ça aille jusqu'à la réintégration dans l'université, sinon on perdrait cette dynamique. Donc, il faut bien rester en termes de coordination. Et pour prolonger cette réflexion-là, on le fera demain, si vous voulez bien, c'est la question de jusqu'où on va dans l'autonomie des institutions, que ce soit l'université ou les régions. Parce que l'autonomie des universités a aussi des effets pervers, et les régions, tout en étant très favorables à la décentralisation, peut aussi avoir des effets pervers. On les connaît déjà dans certains aspects, c'est-à-dire la focalisation sur des enjeux qui sont régionaux, c'est-à-dire sur des sujets qui intéressent, voire qui plaisent aux régions concernées. Donc ça peut permettre de développer des spécificités dans chaque région, mais il ne faut pas oublier le cadre national. Et inversement, on a pu être dans un système où le cadre national était beaucoup trop prégnant et ne valorisait pas assez les spécificités et les initiatives. Donc il faut trouver le juste milieu. En France, on a toujours tendance à passer d'un excès à un autre. Voilà. Et un dernier point par rapport à... Un dernier point, monsieur, parce que là, voilà, c'est votre intervention peut-être de demain. Voilà, un dernier point par rapport à monsieur... Anselmet, j'ai cité les consortiums dans l'article. Je n'ai pas cité que les CCSTI dans les PTR. Donc, est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur la réflexion de... Non, il a tout dit. Donc, à vous, une dernière question. Oui, il n'y a pas de micro. Voilà. Donc je reprends Jean-Louis Lacroix de l'Observatoire de la culture scientifique et technique. Je voulais faire juste part de deux étonnements. Nous parlons de culture scientifique et technique et depuis un moment j'entends transmission de connaissances. Et mon autre étonnement, et puisque nous parlons de transmission de connaissances, nous n'avons jamais parlé de l'éducation nationale. Voilà, c'était juste deux... Donc nous terminerons sur votre étonnement. Oui, peut-être. Non, mais je crois que vous soulevez de vraies questions. Mais d'abord la question de transmission de connaissances. Moi, je crois que c'est une vraie question qui est posée, et c'est pour ça que j'évoquais il y a un instant l'articulation, par exemple, dans le rôle des établissements d'enseignement supérieur, et au premier chef des universités, de l'activité de formation continue, éducation permanente, université ouverte, avec la dimension culture scientifique et technique. Quand une université développe une université, on appelait ça autrefois, quand j'ai commencé ma carrière, des universités du troisième âge. Bon, on dit aujourd'hui des universités ouvertes, et à beaucoup plus juste titre, bien entendu. Quand une université fait une université ouverte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la diffusion de connaissances à un public qui n'est pas obligatoirement un public spécialisé. Et donc, elle fait de la culture scientifique et technique. Sur des champs qui peuvent être extrêmement variés. Alors, pas seulement sur la culture scientifique et technique, elle peut faire des conférences sur la littérature du XVIIIe siècle, mais elle peut faire aussi des conférences sur la science, sur les techniques, et donc la culture scientifique et technique. Donc, il y a un cheminement entre la transmission de connaissances stricto sensu pour des publics spécialisés de formation initiale, par exemple, et puis une dimension d'éducation permanente qui peut transmettre évidemment des éléments de culture scientifique et technique. Et puis, sur la deuxième question que vous évoquez, effectivement, on n'a pas évoqué dans ce débat-ci, mais il en a été quand même pas mal question dans les débats de ce matin et puis dans les interventions de madame, évidemment, l'articulation avec l'éducation. Mais là, l'articulation avec l'éducation, c'est une forme particulière de la diffusion de culture scientifique et technique, et on l'évoquait avec plusieurs d'entre vous au moment de la pause du déjeuner. Je crois que c'est un sujet, par exemple, très important dans le débat actuel sur les rythmes scolaires.
puisque un des sujets, c'est évidemment l'articulation entre les activités périscolaires et les activités scolaires, donc entre ce qui est appris en matière scientifique dans le cadre éducatif stricto sensu, donc dans le cadre des disciplines, notamment au collège et au lycée, et puis ce qu'on peut faire dans une logique d'approche plus culture scientifique et technique dans des activités périscolaires. Et ça, je crois que c'est un des enjeux très forts dans lequel toutes les institutions de culture scientifique et technique sont évidemment des acteurs extrêmement forts. Et la preuve en est que les publics scolaires sont quand même des publics une part de public très importante dans les activités, dans les fréquentations des institutions de culture scientifique et technique. Oui, je ne connais pas très bien le système d'éducation en France, mais en ce qui concerne le Canada, je peux dire que les universités, ça, je crois que ça vaut pour l'ensemble de l'Amérique du Nord, ont depuis très longtemps développé des programmes d'éducation permanente. Et que ces programmes sont maintenant intégrés aux pratiques universitaires courantes et qu'il est même possible de passer des programmes d'éducation permanente à des programmes qui sont véritablement qualifiants. Donc, alors ça, c'est une chose qui est établie. Deuxièmement, pour revenir à la question des carrières, les universités ont un statut différent en Amérique du Nord. Ce sont des corporations à but non lucratif indépendantes. À part quelques universités qui ont des mandats gouvernementaux, enfin qui relèvent du gouvernement comme la mienne, mais avec un statut particulier aussi, la plupart des universités sont des universités totalement indépendantes. Donc, on développait aussi, pour justement tenter non pas de régler, mais à moins d'aborder la question des carrières scientifiques, on développait des programmes en direction de publics beaucoup plus jeunes, donc des étudiants que l'on appelle, nous, du secondaire, qui sont du lycée chez vous, et on développait toute une série de programmes indépendamment même de politiques nationales, de leurs propres chefs, qui visent à fédérer, en ce sens qu'elles développent des programmes, qu'elles tentent d'attirer des étudiants du secondaire qui sont invités à passer des stages de formation, à venir faire des stages de formation en milieu universitaire, justement pour stimuler des carrières. Parce que le problème de déficit de carrière scientifique se pose au Canada, comme il risque de se poser dans d'autres sociétés à court terme. Donc on développait tout un ensemble d'initiatives que l'on appelle, nous, nationwide, c'est-à-dire qui recoupent toutes les provinces, en vue de toucher des catégories de population étudiantes suffisamment jeunes qui n'auraient pas encore envisagé des carrières scientifiques, mais qui ont potentiellement, en les intégrant, en les amenant dans le milieu universitaire. Deuxièmement, la plupart des universités participent aussi à des programmes de valorisation et de promotion de la culture scientifique et technique dans toutes les provinces canadiennes. Et finalement, le gouvernement, je pense particulièrement au gouvernement du Québec, a été extrêmement actif en ce qui concerne le développement de programmes périscolaires au primaire et au secondaire, justement pour susciter des carrières scientifiques. Comme quoi la question de la transmission des connaissances et de la valorisation de la culture scientifique et technique sont étroitement articulées les uns aux autres. Encore, du moins au Canada pour le moment. Tout n'est pas parfait, entendons-nous bien. Mais il y a certainement une volonté d'agir à ce niveau-là, à tous les cycles de l'université au primaire. Merci. Est-ce que les intervenants de la table ronde suivante nous laisseraient 2 minutes pour une dernière question? Parce qu'on est un petit peu... Ah, il y a une pause. Donc vous acceptez de répondre à une ultime question? C'est aussi... Donc Nicole. Allons-y. Oui, c'est pas tellement une question qu'un complément par rapport à ce que disait Fabrice Thuriot. Donc, je suis Nicole Noguès, directrice du CCSTI de Champagne-Ardenne. Et pour contredire, si je peux me permettre, Monsieur Schell, c'est que effectivement, peut-être que depuis 80, l'idée est à donner le goût des sciences et à l'incitation des jeunes à aller vers les carrières scientifiques. Je n'en doute pas du tout, c'est dans ce sens que je ne vous contredis pas. Mais sur le terrain, il y a un glissement net
de je partage mes connaissances, j'ai du plaisir à faire en sorte que n'importe quel public, élèves, étudiants, parents, adultes, comprennent une chose de la science, n'importe laquelle, et un glissement certain vers s'appuyer sur la recherche et l'innovation dans les territoires, accompagner les politiques territoriales, à tel point que nous, cette année, notre appel à projet de culture scientifique ne sera financé que si on soutient la recherche et l'innovation. Donc là, il y a un glissement. On a eu, la semaine dernière, j'ai eu le forum de la culture scientifique chez nous, et justement, on est revenu là-dessus. Comment faire pour, effectivement, d'un côté, donner aux jeunes le goût des sciences, on est tout à fait d'accord, éventuellement lui donner des clés pour fonctionner dans un monde moderne et compétitif, mais de notre côté, à quel moment on forme des citoyens qui vont consommer du progrès technique et adhérer à 100% à la recherche et l'innovation, et à quel moment on forme des citoyens avisés, critiques, qui peuvent effectivement contredire. Et là, c'est pour nous, en tout cas, sur notre région, c'est très net, le glissement, à tel point que moi, je me demande si je pourrais parler des océans dans les actions de culture scientifique pour caricaturer. C'était pas une question. Oui, oui, ce n'était pas une question, bien sûr. On remercie nos invités. Merci à vous. C'est la pause.